président qui est là en exercice à son stylo bleu et rouge, il peut intervenir selon les droits, les intérêts du peuple. Alors, toute décision qui a été validée, soit par Choi ou bien même c'est pas la commission électorale qui définit l'élection finale. La preuve en est le 21 mai 2011. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? M. Ouattara était obligé d'attendre Yaopo Ndré après négociation avec Mamadou Koulibaly pour revenir. Donc, ce qui veut dire que la Constitution demande à ce que le président du Conseil constitutionnel soit le dernier décideur. Mais même si le président du Conseil constitutionnel a fini de décider pour dire que c'est celui-là qui est élu, il y a un deadline qui permet à l'élu de prendre possession de son fauteuil présidentiel. Alors, donc, quand la dame pose la question que les décisions que le président Laurent Gbagbo a eu à prendre, c'était au moment où il était encore dans sa mandature, où il n'avait pas encore rendu le tablier. Et donc, ce qu'il a fait dans son action, c'était dans l'intérêt du peuple. Donc, normalement, pour ce fait-là, comme elle le dit, il ne doit pas être sanctionné. C'est parce qu'elle... Est-ce qu'il y a eu passation en 2000? En 2000, il y a eu passation. Laissez-moi finir, Charlie. Quand vous en parlez... 2000, est-ce qu'il y a eu passation? Parce que vous êtes de mauvaise foi. En 2000, est-ce qu'il y a eu passation? Là, maintenant, vous voyez déjà, je veux que tu retires ce mot avant que je ne chute. Non, mais c'est pas possible. Il ne faut pas dire des choses comme ça. En 2000, est-ce qu'il y a eu passation? Je vous oblige à retirer ce mot pour le respect. Non, je ne peux pas retirer. Est-ce qu'en 2000, il y a eu passation? Mais c'est que vous êtes un illettré. Bon, ok. Est-ce qu'en 2000, il y a eu passation ou pas? Laisse-moi finir. C'est parce qu'il n'y a pas eu passation. En 2000, il y a eu passation ou pas? Faut me dire en 2000, il y a eu passation ou pas? J'ai fini pour dire que... En 2000, c'est quel conseil constitutionnel qui a donné Gbagbo vainqueur? En 2000, il y a eu passation ou pas? Charlie, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais tu es en contemporain. Non, attends. En 2000, il y a eu passation de charge. Est-ce que Gbagbo a attendu passation de charge en 2000? Je te demande. Ok, je vous ai bloqué vos micros. C'est moi qui vous ai bloqué vos micros. Parce que si vous parlez en même temps, la dame là, qui dit que elle veut comprendre, elle va pas comprendre parce que si vous parlez tous en même temps. Donc moi, je vais lui expliquer avec mes propres mots et on va clore le débat. Maman, comme l'a dit Krendiabo, il y a eu Froufrou en 2010. Et comme le dit Charlie le Duc, vous avez des gens qui ont une interprétation selon la communauté internationale et vous avez des gens qui ont une interprétation selon le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a donné des résultats en décembre 2010. Maintenant, moi, je vais vous donner mon point de vue parce que j'ai fait un peu de droit. En tant que citoyen, le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire Paul Yaoundé, il a mis le droit par la fenêtre. Pourquoi? La loi dit, lorsque on constate des irrégularités qui entraînent la sincérité du vote, il doit annuler l'élection et donner 90 jours pour la tenue des nouvelles élections. Monsieur Paul Yaoundé est venu. Comme on a dit qu'il y avait des fraudes, il a supprimé des suffrages dans certaines régions de la Côte d'Ivoire et il a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur. C'est en cela il a mis le droit par la fenêtre. Oui, deuxième action. Le Conseil constitutionnel a déchargé la CEI, qui était une institution de la République, de son action. Moi, je dis, c'est le problème là, en 2010, c'est Paul Yaoundé. Il doit répondre devant les Ivoiriens de son action. Parce que s'il avait annulé l'élection en 2010, on n'allait pas arriver aux 3000 morts. Voilà. Pression ou pas, communauté internationale ou pas, il aurait dû annuler l'élection et ça ne partait pas quelque part. Voilà. Ça, c'est mon point de vue des citoyens. Voilà. Mais, madame, vous avez des gens qui disent que comme la communauté internationale a certifié l'élection, a déclaré Ouattara vainqueur, donc il était celui le président, et vous avez des gens qui disent que le Paul Yaoundé a déclaré Gbagbo vainqueur. Donc voilà. Donc on est en face d'un vrai froufrou. Voilà. Raison pour laquelle je demande à tous les Ivoiriens en 2025 d'aller s'inscrire pour mettre le PDCI au pouvoir, pour mettre le droit au milieu du village.
Voilà. J'espère, Majus, que j'étais un peu éclairé. J'ai pas la vérité révélée, mais c'est un peu ça, c'est que moi je vois. Voilà. On va continuer le débat. C'était à... C'est Alors, moi, il y c'est a moi. JR... Ouais, oui, adjudant, prends la parole, vas-y. D'accord. Donc, déjà, je vais d'abord me prononcer sur la thématique concernant la liberté d'expression. Déjà, quand on parle de liberté d'expression, il faudrait qu'on parte bien dans le sens bien objectif même. Parce que dans liberté d'expression, il faudrait qu'on comprenne qu'il y a l'expression orale, mais il y a aussi les mouvements et autres. La manière de dire, la manière de se prononcer, la manière, l'expression qu'on veut dégager. Même un machin, c'est une expression. Donc, déjà, en Côte d'Ivoire, moi, je pense que la liberté d'expression même est biaisée. Parce qu'on voit que ces derniers temps, il y a des gens qui marchent. C'est-à-dire des marches même qui sont, on va dire, apolitiques. Comme la marche contre la cherté de la vie. Et ces personnes-là ont été mises en prison. Donc déjà, même ça déroge à cette conception même, quand on parle de la conception même de la démocratie et de la liberté d'expression. Mais allons-y plus loin. Donc déjà, on est dans un contexte où on utilise les lois. Ça veut dire à chaque fois qu'on parle de la volonté manifeste de la loi, là, c'est quand ça arrange le parti au pouvoir et quand tu te lèves, ça fait problème. Regardez, pour esquisser la chose, on va prendre le cas de Bikongo. Qu'est-ce que Bikongo a dit? C'est vrai que dans ses propos, d'autres pourraient juger parce que c'est ce qui est mauvais avec la loi là. Ça reste toujours des interprétations. Donc d'autres pourraient juger qu'il y a eu diffamation dans ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit des informations qu'il n'était pas censé avoir. En disant que peut-être le ministre Bakongo, même s'il n'a pas dit son nom, mais dans la forme, dans la manière d'expliquer là, c'est ce que ça voulait dire. Que le ministre Bakongo qui casse les maisons aujourd'hui, genre ses parents ont vendu Ignameo, bon, pour ne pas faire long sur ces propos-là. Maintenant, moi, où je vais attirer les regards, c'est qu'on a eu Johnny Pacheco qui a insulté le président Alassane Ouattara, qui a insulté notre président de la République. On a eu énormément de personnes qui sont sorties, qui ont fait des sorties même qu'on va dire catastrophiques. Mais aujourd'hui, qui marchent avec le gouvernement, qui n'ont eu aucune sanction. Là, ça devient problématique. Mais il faudra la justice ne soit pas équitable. Il ne faudrait pas qu'elle s'applique quand elle arrange le gouvernement et quand elle n'arrange pas, elle ne s'applique pas. Maintenant, revenons à la candidature du président Laurent Gbagbo. Déjà, il y a plusieurs points. Vous avez énuméré beaucoup de points ici. Moi-même, je suis de votre avis, M. Britignon, mais avant même de parler du Conseil constitutionnel, on doit également parler de la CEI. Parce que la CEI aussi n'a pas fait son travail. La CEI a dérogé à beaucoup de choses. Déjà, la CEI n'a pas respecté le délai. Donc, elle n'était même plus, parce que ça, c'est ce que le code électoral dit. La CEI dispose d'une période pour donner les résultats. Et quand les résultats ne sont pas donnés, elle n'est plus valable. Donc, les résultats de la CEI même, on ne doit pas prendre compte. Mais cette même constitution, parce que je veux dire, maintenant, pourquoi je persiste sur cette histoire de loi-là? Parce que le RHDP même, on va dire, qui vante toujours les mérites de la loi, là, ça n'a pas été dit du bon sens. On sait qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a une entité qui est suprême. Et l'entité n'est pas habilitée à se dédire. Donc, quand le Conseil constitutionnel dit quelque chose, là, c'est ça qui est ça. Donc, arrêtez avec votre histoire de certificateurs. Les certificateurs, ils étaient là pour superviser, simplement pour dire que les élections se sont bien passées ou pas. Ils ont fait leur travail, ce n'était pas à eux de venir donner le résultat des élections. Donc, le Conseil constitutionnel a statué sur ce fait-là. Maintenant, j'explique à la maman. Donc, déjà, la situation dans laquelle moi, je vais être clair, je vais exprimer ma pensée, c'est une forfaiture. Pourquoi je dis ça? Parce que la dernière fois, sur ce même panel-là, quand Kifi était là, on a fait énormément de démonstrations pour voir. On est parti sur le point juridique, on a laissé énormément de points. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de raison valable de dire que le président Laurent Gbagbo ne peut se présenter aux élections. Peut-être la seule chose qui allait l'empêcher, c'était la limitation d'âge. Mais le souci, c'est que c'est encore le RHDP
qui a annulé, qui a enlevé cette limitation d'âge-là. Donc, je ne sais pas pourquoi on fait tout un plat. Là, à un moment, ce que, comme on appelle ça, Krenjabo a dit, il n'y a pas de souci. Comme il a dit que c'est l'interprétation de certaines personnes, on rentre dans cette lignée-là. Mais sachez que ça fait énormément de débat. Maintenant, si je peux prendre mon temps de parole, il n'y a pas de souci. Après, Charlie le Duc, est-ce qu'on peut avoir ta version? Je peux intervenir, pardon. Oui, vas-y, Charlie. Oui, Ramsès, tu vas finir. C'est Adjou quoi là, je sais pas, Adjou, je sais plus. Adjou, faut pas déformer ma belle-sœur, faut pas déformer son nom. Non, il y a quelqu'un qui vient de prendre la parole tout à l'heure. Je lui ai dit quelque chose qui est très important. Nous tous, on est tous contemporains de l'histoire et de ce qui s'est passé en 2010. En 2010, il y a eu la proclamation du résultat par la CEI. Après, il y a eu la proclamation du résultat par le Conseil constitutionnel. Ensuite, il y a eu la contestation des résultats proclamés par le Conseil constitutionnel parce que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats en supprimant 13 départements des résultats. Il y a eu des contestations. Le président Laurent Gbagbo, alors président, a fait intervenir des experts de l'Union africaine. C'est vrai. Avant ça, il y a eu l'expert des Nations Unies, Choi. En fait, il y a eu comment on appelle, le gars des Nations Unies qui a dit que les résultats sont conformes à ce que la CEI a donné et non conformes à ce que le Conseil constitutionnel a donné. Ok. Le président Gbagbo a fait appel à un panel de chefs d'État qui ont été mis en mission par l'Union africaine. Ces experts ont fait un travail, ont interrogé tous les acteurs, ont visité tous les éléments et ils ont donné raison à la CEI et que c'est c'est le président Ouattara qui a gagné les élections. À partir de ce moment-là, le président Gbagbo n'était plus président de la République de Côte d'Ivoire. Donc tous les actes qu'il a posés après ont été annulés. Même quand il a nommé Akeungbo comme Premier ministre, ça a été annulé. Aujourd'hui, Akeungbo ne reçoit pas de rente viagère parce qu'il n'a jamais été reconnu en tant que Premier ministre. Toutes les décisions qu'il a prises pendant tout ce temps, toutes les décisions ont été annulées. Voilà pourquoi il a été frappé d'illégal qu'il aille à la BCEAO pour récupérer l'argent à la BCEAO. Voilà ce qui a été fait. Donc vraiment, ne trafiquons pas l'histoire, s'il vous plaît. Maintenant, Boutignon, je voulais revenir. Non, mais Charlie, non, s'il te plaît, Charlie. C'était juste pour que la dame puisse comprendre. Elle a posé une question pour que donc chacun donne son intervention. Il y a Ramsès qui doit lui expliquer aussi pour qu'elle parle de ce panel avec une information, s'il te plaît. Donc Ramsès, à ton tour de donner l'explication à la dame. Merci. Moi aussi, c'est ma belle-mère parce que j'aime aussi les femmes baoulées. Vous savez, chez nous à l'ouest, on dort, chez les baoulés, on piétine au nord. Tu as vu ça, hein? Les baoulés, là, vraiment, ils sont dans nos sangs. Vraiment, on est mort. Oh, ok, bon, juste, alors, en réalité, les gens, je crois que c'est un peu passionné. Que dit la Constitution dans sa monture de 2000? Moi, je ne rentre même pas dans la crise. Hein. Je suppose qu'en 2010, il y a eu élection. Il y a eu un élu. Supposons que l'élu, c'est l'opposition. Mais que nous dit la Constitution s'il n'y avait pas de crise? La Constitution, c'est peut-être pas comme aux États-Unis où de novembre jusqu'au 20 janvier, on doit passer la balle au nouveau. Mais la Constitution nous dit quand même qu'il doit y avoir passation. C'est lorsqu'il y a passation que l'élu rentre en exercice et le sortant finit son mandat. Voilà ce que nous dit la Constitution. Ce qui est de Choi, de qui que ce soit, moi, je ne peux pas être un Ivoirien contemporain qui s'est donné son temps d'aller élire son président. Et puis, je lui ai dit, même si je suis au RDR, non, c'est Choi qui a décidé que mon candidat est reconnu élu. C'est déjà une forfaiture. Alors, donc, la Constitution dit, maman, quand tu es élu, tu es de l'opposition et que tu dois avoir accès, c'est lorsqu'il y a eu passation des charges. Que ça se fasse en 24 heures,
que ça se fasse en 3 ou 4 mois, tant que la passation n'est pas encore faite, le président qui est là en exercice à son stylo bleu et rouge, il peut intervenir selon les droits, les intérêts du peuple. Alors, toute décision qui a été validée, soit par Choi, ou bien même, ce n'est pas la commission électorale qui définit l'élection finale. La preuve en est le 21 mai 2011. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? M. Ouattara était obligé d'attendre Yaopo Ndré après négociation avec Mamadi Koulibaly pour revenir. Donc, ce qui veut dire que la Constitution demande à ce que le président du Conseil constitutionnel soit le dernier décideur. Mais même si le président du Conseil constitutionnel a fini de décider pour dire que c'est celui-là qui est élu, il y a un deadline qui permet à l'élu de prendre possession de son fauteuil présidentiel. Alors, donc, quand la dame pose la question que les décisions que le président Laurent Gbagbo a eu à prendre, c'était au moment où il était encore dans sa mandature, où il n'avait pas encore rendu le tablier. Et donc, ce qu'il a fait dans son action, c'était dans l'intérêt du peuple. Donc, normalement, pour ce fait-là, comme elle le dit, il ne doit pas être sanctionné. C'est parce qu'elle... Est-ce qu'il y a eu passation en 2000? En 2000, il y a eu passation. Laissez-moi finir, Charlie. Quand vous en parlez... 2000, est-ce qu'il y a eu passation? Vous êtes de mauvaise foi. En 2000, est-ce qu'il y a eu passation? Là, maintenant, vous voyez déjà, je veux que tu retires ce mot avant que je ne chute. Non, mais c'est pas possible. Il ne faut pas dire des choses comme ça. En 2000, est-ce qu'il y a eu passation? Je vous oblige à retirer ce mot pour le respect. Non, je ne peux pas retirer. Est-ce qu'en 2000, il y a eu passation? Mais c'est que vous êtes un illettré. Bon, ok. Est-ce qu'en 2000, il y a eu passation ou pas? Laisse-moi finir. C'est parce qu'il n'y a pas eu passation. En 2000, il y a eu passation ou pas? Faut me dire en 2000, il y a eu passation ou pas? J'ai fini pour dire que... En 2000, c'est quel conseil constitutionnel qui a donné Gbagbo vainqueur? En 2000, il y a eu passation ou pas? Charlie, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, Boutignon, on est contemporain. Pourquoi il va dire des choses comme ça? Est-ce qu'en 2000, il y a eu passation de charge? Est-ce que Gbagbo a attendu passation de charge en 2000? Je te demande. Ok, je vous ai bloqué vos micros. C'est moi qui vous ai bloqué vos micros. Parce que si vous parlez en même temps, la dame là, qui dit que elle veut comprendre, elle va pas comprendre parce que si vous parlez tous en même temps. Donc moi, je vais lui expliquer avec mes propres mots et on va clore le débat. Maman, comme l'a dit Krendiabo, il y a eu Froufrou en 2010. Et comme le dit Charlie le Duc, vous avez des gens qui ont une interprétation selon la communauté internationale et vous avez des gens qui ont une interprétation selon le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a donné des résultats en décembre 2010. Maintenant, moi, je vais vous donner mon point de vue parce que j'ai fait un peu de droit. En tant que citoyen, le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire Paul Yaoundé, il a mis le droit par la fenêtre. Pourquoi? La loi dit, lorsque on constate des irrégularités qui entraînent la sincérité du vote, il doit annuler l'élection et donner 90 jours pour la tenue des nouvelles élections. Monsieur Paul Yaoundé est venu. Comme on a dit qu'il y avait des fraudes, il a supprimé des suffrages dans certaines régions de la Côte d'Ivoire et il a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur. C'est en cela, il a mis le droit par la fenêtre. Deuxième action. Le Conseil constitutionnel a déchargé la CEI, qui était une institution de la République, de son action. Moi, je dis, c'est le problème là, en 2010, c'est Paul Yaoundé. Il doit répondre devant les Ivoiriens de son action. Parce que s'il avait annulé l'élection en 2010, on n'allait pas arriver aux 3000 morts. Voilà. Pression ou pas, communauté internationale ou pas, il aurait dû annuler l'élection et ça ne partait pas quelque part. Voilà. Ça, c'est mon point de vue des citoyens. Voilà. Mais, madame, vous avez des gens qui disent que comme la communauté internationale a certifié l'élection, a déclaré Ouattara vainqueur, donc il était chez lui le président, et vous avez des gens qui disent que le Paul Yaoundé a déclaré Gbagbo vainqueur. Donc voilà. Donc on est en face d'un vrai froufrou. Voilà. Raison pour laquelle je demande à tous les Ivoiriens en 2025 d'aller s'inscrire pour mettre le PDCI au pouvoir,
pour mettre le droit au milieu du village. Voilà. J'espère, Majus, que j'étais un peu éclairé. J'ai pas la vérité révélée, mais c'est un peu ça, c'est que moi je vois. Voilà. On va continuer le débat. C'était à... C'est Voilà, moi, il y c'est a moi. oui, adjudant, prends la parole, vas-y. D'accord. Donc, déjà, je vais d'abord me prononcer sur la thématique concernant la liberté d'expression. Déjà, quand on parle de liberté d'expression, il faudrait qu'on parte bien dans le sens bien objectif même. Parce que dans liberté d'expression, il faudrait qu'on comprenne qu'il y a l'expression orale, mais il y a aussi les mouvements et autres. La manière de dire, la manière de se prononcer, la manière, l'expression qu'on veut dégager. Même en marchant, c'est une expression. Donc, déjà, en Côte d'Ivoire, moi, je pense que la liberté d'expression même est biaisée. Parce qu'on voit que ces derniers temps, il y a des gens qui marchent. C'est-à-dire des marches même qui sont, on va dire, apolitiques. Comme la marche contre la cherté de la vie. Et ces personnes-là ont été mises en prison. Donc déjà, même ça déroge à cette conception même, quand on parle de la conception même de la démocratie et de la liberté d'expression. Mais allons-y plus loin. Donc déjà, on est dans un contexte où on utilise les lois. Ça veut dire à chaque fois qu'on parle de la volonté manifeste de la loi, là, c'est quand ça arrange le parti au pouvoir et quand tu te lèves, ça fait problème. Regardez, pour esquisser la chose, on va prendre le cas de Bikongo. Qu'est-ce que Bikongo a dit? C'est vrai que dans ses propos, d'autres pourraient juger parce que c'est ce qui est mauvais avec la loi là. Ça reste toujours des interprétations. Donc d'autres pourraient juger qu'il y a eu diffamation dans ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit des informations qu'il n'était pas censé avoir. En disant que peut-être le ministre Bakongo, même s'il n'a pas dit son nom, mais dans la forme, dans la manière d'expliquer là, c'est ce que ça voulait dire. Que le ministre Bakongo qui casse les maisons aujourd'hui, genre ses parents ont vendu Ignameo, bon, pour ne pas faire long sur ces propos-là. Maintenant, moi, où je vais attirer les regards, c'est qu'on a eu Johnny Pacheco qui a insulté le président Alassane Ouattara, qui a insulté notre président de la République. On a eu énormément de personnes qui sont sorties, qui ont fait des sorties même qu'on va dire catastrophiques. Mais aujourd'hui, qui marchent avec le gouvernement, qui n'ont eu aucune sanction. Là, ça devient problématique. Mais il faudrait que la justice ne soit pas équitable. Il ne faudrait pas qu'elle s'applique quand elle arrange le gouvernement et quand elle n'arrange pas, elle ne s'applique pas. Maintenant, revenons à la candidature du président Laurent Gbagbo. Déjà, il y a plusieurs points. Vous avez énuméré beaucoup de points ici. Moi-même, je suis de votre avis, M. Britignon, mais avant même de parler du Conseil constitutionnel, on doit également parler de la CEI. Parce que la CEI aussi n'a pas fait son travail. La CEI a dérogé à beaucoup de choses. Déjà, la CEI n'a pas respecté le délai. Donc, elle n'était même plus, parce que ça, c'est ce que le code électoral dit. La CEI dispose d'une période pour donner les résultats. Et quand les résultats ne sont pas donnés, elle n'est plus valable. Donc, les résultats de la CEI même, on ne doit pas prendre compte. Mais cette même constitution, parce que je veux dire, maintenant, pourquoi je persiste sur cette histoire de loi-là? Parce que le RHDP même, on va dire, qui vante toujours les mérites de la loi, là, n'a pas respecté également la loi dès le préalable. Parce que la Constitution même, c'est l'entité première en matière juridique d'un pays. Maintenant, quand le président du Conseil constitutionnel, c'est vrai qu'il y a des lois électorales qui disaient d'autres choses, où on devait annuler les élections et autres. Mais qu'est-ce que la Constitution dit par rapport au jugement comment on appelle ça, du président du Conseil constitutionnel? C'est le seul juge des élections. C'est ce que la Constitution dit. Donc ça veut dire, même si en 5 il y a des forfaitures, son résultat donné là, c'est ça qui est le résultat. Maintenant, après, je crois qu'il y a des moyens, de protester ces résultats-là. Donc déjà, depuis la base même, moi, je ne suis pas d'accord. Mais on continue de progresser. Moi, je viens en 2018. En 2018, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la loi d'amnistie. Chaque fois, on ne cesse de répéter la même chose. Il y a eu l'ordonnance d'amnistie plutôt, en 2018. Cette ordonnance-là qui amnistiait les faits
lié à la crise par rapport au braquage, là, au braquage de la BCAO, du dit braquage plutôt de la BCAO. Cette ordonnance d'amnistie là a amnistié les faits. Mais il y a eu une précision, c'est que ne bénéficient pas de cette amnistie les personnes qui se trouvent actuellement devant une juridiction internationale. Ok, il n'y a pas de souci, même si nous-mêmes, on sait que c'est pas normal, mais on continue toujours. Déjà là, il y a violation de la Constitution. Je vais vous dire ça plus tard. Effectivement. Mais tout compte fait, on avance dans le débat. L'ordonnance a été très précise. L'ordonnance a dit ne bénéficient pas de cette amnistie ces personnes-là qui sont devant une juridiction internationale. L'exception, c'est que eux, ils sont devant une juridiction internationale. Moi, en 2024 ici, je veux poser une question. Est-ce que ces personnes-là se retrouvent toujours devant une juridiction internationale? Ça, c'est un. De deux, on va dire qu'il y a certains qui pourront émettre la thèse selon laquelle on doit peut-être refaire l'ordonnance pour eux, pour les amnistier. Moi, je dis non. Parce que les faits, est-ce que les faits existent toujours actuellement? Donc, sur quoi on s'appuie pour dire qu'ils sont déchus de leurs droits civiques et autres? Mais même quand on saute ce débat encore et qu'on progresse, il y a eu un procès qui a été intenté à la Cour africaine de justice. On connaît encore le jugement qui a été prononcé là-bas. Et on se retrouve encore dans une situation où on nous parle de problèmes d'applicabilité de la loi. Là, franchement, les choses sont claires. Qu'il y a une volonté manifeste de ne pas faire participer le président Laurent Gbagbo aux élections, c'est tout. Maintenant, est-ce que le président Laurent Gbagbo qu'est-ce qu'il peut encore apporter à la Côte d'Ivoire? Moi, je crois que pendant la campagne, les Ivoiriens auront le temps de découvrir le programme. On a énoncé ici les 10 piliers du PPACI, les piliers que va porter le président Laurent Gbagbo. Mais pour l'instant, quand on regarde tout ça, là, au vu de tout ce qui a été fait, il y a une grande volonté de ne pas faire participer le président Laurent Gbagbo. Merci adjudant. Bon, moi je vais prendre ma prise de parole. S'il te plaît, interaction. Ok, vas-y, 1 minute. Le grand frère, avant son interaction, je voudrais prendre la parole. Je voudrais dire quelque chose rapidement aussi. Vas-y. Après Charlie, vas-y. Ok. Bon, le frère tout à l'heure, il a parlé d'une partie du code électoral. C'est vrai, bon, il allait dans tous les sens un peu. Il a dit que je veux qu'il reprenne bien, qu'il nous donne cet article-là. Il dit que la CEI avait 3 jours pour transmettre, pour donner les résultats. C'est quelle partie du code électoral qui disait cela? Vous voyez que vous connaissez la loi, non? Parce qu'il n'a même pas dit le nom. Il a dit la CEI disposait d'un délai. Et c'est vous qui venez de dire 3 jours. Non, vous avez dit que le code électoral dit que la CEI disposait d'un délai de 3 jours. C'est que vous avez connaissance de les résultats. Pour donner les résultats. C'est de ça que je parle. Si tu veux, avec besoin d'un délai pour donner les résultats. Si c'est ça, c'est quelle partie du code électoral qui le disait? Je vais vous montrer. Ça, c'est pas un souci. Finissez votre motion. Oui, c'est ça ma motion. D'accord, il n'y a pas de souci. Qui fait avancer? Je vais chercher. Monsieur Bétignon, il y a JM qui veut prendre la parole. Ok, JM Aguiba, s'il vous plaît. Je vais dire rapidement quelque chose par rapport au débat qui a lieu en ce moment. Le grand frère Bétignon, grand frère, quand tu lis le rapport du groupe d'experts du panel des chefs d'État qui sont venus sur la crise post-électorale, il y a quelque chose qui est très essentiel là-dedans. Ils disent que la CEI a demandé au Conseil constitutionnel un prolongement de 48 heures. Et la CEI l'a obtenu du Conseil constitutionnel. C'est dans ce prolongement de 48 heures-là que c'est au début même de ces 48 heures-là que le président de la CEI est allé proclamer les résultats à l'hôtel du Golfe. Voilà, il allait proclamer les résultats à l'hôtel du Golfe.
Et quand il proclame les résultats à l'hôtel du Golfe, par la suite, il y a un certificateur qui intervient et qui dit, il finit de certifier, et puis il dit que bon, on attend que le Conseil constitutionnel parle. Donc, on était dans une élection de sortie de crise. Je pense que à ce niveau-là, toutes les parties ont fauté, certainement. Il ne faudrait pas se jouer les personnes innocentes. Mais quand on met dans une institution ivoirienne autant de pouvoir, on doit aussi s'attendre à tout ce qui peut en découler comme conséquence. La Constitution, qui est la norme supérieure, là, la Constitution dit que le juge électoral, c'est le Conseil constitutionnel, et que la décision qu'il fait sortir là, en son instance solennelle, là, la décision qui en découle est une décision qui est frappée d'aucun recours. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Et puis, ce sont les différents partis politiques, à l'exception de l'USD, qui ont appelé à voter oui à cette Constitution-là. Tous les partis politiques. Voilà. Donc, on était dans une élection de sortie de crise. Peut-être c'est sur ça on peut regarder pour dire non, que il fallait que les gens fassent plus ou moins attention. Sinon, monsieur Youssouf Bakayoko, il n'avait qu'à dire, c'est lui qui est venu à la télé à 23h, pratiquement vers minuit, pour dire que on lui a demandé, les journalistes lui ont demandé, et je pense qu'on peut retrouver encore les vidéos. Je parle en même temps par rapport à la question de Charlie le Duc. Le peuple là, il n'est pas forcément initié, le peuple même il est profane. Donc il se limite à ce que vous lui dites, à ce qu'il entend de vous. Ils ont demandé, les journalistes ont demandé à Youssouf Bakayoko, les journalistes ont demandé à Youssouf Bakayoko, il est dit que tu as jusqu'à minuit pour proclamer les résultats provisoires. Youssouf Bakayoko a dit il a répondu il n'est pas encore minuit. Il n'a pas dit non, je n'ai pas jusqu'à minuit. Il dit il n'est pas encore minuit. Donc il acquiesce. Il acquiesce que le journaliste, sur l'information que comporte la question du journaliste. Et puis le lendemain, on a vu. Donc souvent là, il faut vraiment être correct dans ce qu'on dit. La Côte d'Ivoire en a souffert, la Côte d'Ivoire en a payé le lourd tribut. Et les responsabilités là peuvent être partagées. Les responsabilités sont suffisamment partagées. Il faut que chacun ait l'humilité de reconnaître là où il a fauté. C'était surtout ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci Chris Ivoire. Bon, je pense que... non, mais Charlie, Charlie, s'il te plaît. Non, mais Charlie... Il a dit des choses qui ne sont pas vraies. Attends, tout à l'heure, mais calme-toi. Moi, il faut me fermer ton micro parce qu'il y a... Non, vas-y, ferme ton micro, s'il te plaît. Bonjour, Bitignon, interaction. Oui, je pense que sous le contrôle de la reine, on va faire un panel spécial sur cela pour qu'on puisse épurger ce sujet. Parce que moi, je tiens à mon sujet là. Hein. La liberté d'expression et de manifester est-elle une réalité en Côte d'Ivoire? Moi, ça m'intéresse. Par 2025 là, on va changer les choses. Est-ce que Laurent Gbagbo peut encore apporter à la politique ivoirienne? Moi, ça m'intéresse. Vous comprenez? Voilà. Ce qui s'est passé en 2010 là. Si vous voulez, on peut faire un panel spécial pour bien décortiquer. Voilà. Donc, on va jamais s'entendre sur ce truc. C'est la dame qui voulait comprendre. Donc, j'ai permis à chacun de nous d'apporter son point de vue et j'ai essayé de partager un peu. Elle sort de là plus confuse qu'elle ne l'était par le passé. Non, mais c'est sûr, elle est plus confuse. Elle est plus confuse parce qu'on ne comprend plus. Voilà. Donc, finalement, moi, c'est pour ça qu'il faut laisser ce débat. On va avancer. Sinon, on va pas s'en sortir. Voilà. Je vous en prie. Écoutez, aidez-moi dans ce sens. Alors, j'ai vu Krendiabo qui est là. Bonne arrivée. Jean-Marie, c'est à Jean-Marie de prendre la parole. Vas-y. Merci. Bonjour à tous. Ouais, effectivement, hein, j'ai fait la même remarque. Les propos sont trop techniques. Même si c'était en France ici que les gens avaient ces mêmes propos, les gens vont rien comprendre, ils vont être perdus. C'est pour ça, il est important souvent de simplifier les propos. Sinon, c'est très bien de montrer sa connaissance. Bon, c'est bien, mais bon. La dame ne comprenait pas, il fallait aller vraiment terre à terre. Bon, petite parenthèse, et puis voilà. Bon, pour revenir à ce que M. Bitignon a proposé aujourd'hui comme sujet, il a demandé est-ce que, à notre avis, il y avait la liberté d'expression. Voilà. Et est-ce que M. Gbagbo
suite à un retour, entre parenthèses, bon, est-ce qu'il ça allait apporter quelque chose de plus à la politique ivoirienne? Bon, déjà, en premier lieu, moi, en ce qui concerne la liberté d'expression, bon, moi j'aime bien toujours essayer de remonter un peu en avant de pouvoir poursuivre. Je me permets, hein, M. Gbétignon, et les autres aussi, désolé. Déjà, on sait tous qu'en Côte d'Ivoire, à l'époque, le président Oufoué était président et candidat unique. Voilà. Et M. Gbagbo, qui était en France ici, qui tournait un peu en Europe, il protestait parce qu'il voulait qu'il y ait ce qu'on appelle le multipartisme. Donc, il y avait lui, il y avait beaucoup de candidats africains qui demandaient la même chose. Et la France, bon, a mis la pression sur les présidents qui étaient présidents et candidats uniques pour qu'ils organisent des élections pour inclure à peu près tous les autres candidats. Donc, à la suite de ça, on a vu la candidature de M. Gbagbo qui a été acceptée par M. Oufoué. Et puis bon, on va dire que le jeu démocratique en Côte d'Ivoire a été ouvert. On a vu tous M. Gbagbo qui était au début un peu... qui avait des propos un peu limites dans sa manière d'interpeller le président Oufoué. Après, il y a eu des dérives. Il y a même eu des thèmes un peu graves. Et puis bon, à la suite de ça, je pense que le président Oufoué avait demandé à ce que Gbagbo soit arrêté, tout ça. Donc bon, je peux me tromper, mais je pense que c'était à la suite de propos. Et puis bon, il y avait eu des castes, ce genre de trucs. Donc la liberté d'expression à cette époque-là, elle y était. En 90, quand le président Gbagbo était candidat. Et je pense que à la suite de ça, quand le président Oufoué est décédé, et jusqu'à présent, il n'y a pas de liberté d'expression. Voilà. Je pense que ce n'est pas uniquement le fait que le président Ouattara soit là et qu'il n'y ait pas de liberté d'expression, mais je pense que c'est depuis cette époque-là. Maintenant, les gens diront, bon, peut-être Gbagbo a laissé le champ libre aux gens de s'exprimer, mais non, il avait la rébellion qui avait une épée au-dessus de la tête. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Peu importe les candidats qu'il y avait, que ce soit Bédié, Guéhi, Gbagbo, Ouattara, il n'y a pas, à mon avis, de liberté d'expression. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un autre problème en ce qui concerne le fonctionnement des élections en Côte d'Ivoire en soi-même. Je vois que pour sélectionner les candidats en Côte d'Ivoire, il y a un organisme qui va déterminer, je pense que c'est le président du conseil qui va déterminer, bon, je ne sais pas c'est quel poste il occupe, hein, c'est Cuber, c'est un truc comme ça. Là. Bon, je ne connais pas son poste, mais celui qui veut déterminer que tel candidat telle personne peut candidater, celui-là il ne peut pas candidater par rapport à telle ou telle chose, il va sortir des articles de loi, et puis bon, il fera sa sauce, et puis après il va éliminer ceux qui ne les arrangent pas, et puis il va valider ceux qui les arrangent. Je pense que ce fonctionnement-là n'est pas bon. Interaction, oui, d'union, s'il vous plaît. Oui, je pense que ce fonctionnement-là n'est pas bon. Non, ce que le frère est en train de dire là, c'est pas exact. C'est pas oui, vas-y, Kalilou, 2 minutes. Laisse-le finir, puis toi, fais-toi un non, au moins, pour le mettre sur la voie, quoi. C'est le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures pour les élections. Tout le monde, je pense qu'il le sait. Moi, je comprends. Il fait juste une erreur. C'est pour lui expliquer juste que c'est pas la suite, mais c'est le Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, le Conseil constitutionnel, le président du Conseil va, lui, selon lui, n'a pas respecté également la loi dès le préalable. Parce que la Constitution même, c'est l'entité première en matière juridique d'un pays. Maintenant, quand le président du Conseil constitutionnel, c'est vrai que il y a des lois électorales qui disaient d'autres choses, où on devait annuler les élections et autres. Mais qu'est-ce que la Constitution dit par rapport au jugement du président du Conseil constitutionnel? C'est le seul juge des élections. C'est ce que la Constitution dit. Donc ça veut dire, même si en 5 il y a des forfaitures, son résultat donné là, c'est ça qui est le résultat. Maintenant, après, je crois qu'il y a des moyens, de protester ces résultats-là. Donc déjà, depuis la base même, moi je ne suis pas d'accord. Mais on continue de progresser. Moi, je viens en 2018. En 2018, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la loi d'amnistie. Chaque fois, on cesse de répéter la même chose. Il y a eu l'ordonnance d'amnistie plutôt.
En 2018. Cette ordonnance-là qui amnistiait les faits liés à la crise par rapport au braquage, de la BCAO, du dit braquage plutôt de la BCAO. Cette ordonnance d'amnistie-là a amnistié les faits. Mais il y a eu une précision, c'est que ne bénéficient pas de cette amnistie les personnes qui se trouvent actuellement devant une juridiction internationale. Ok, il n'y a pas de souci, même si nous-mêmes, on sait que c'est pas normal, mais on continue toujours. Déjà là, il y a violation de la Constitution. Je vais vous dire ça plus tard. Effectivement. Mais tout compte fait, on avance dans le débat. L'ordonnance a été très précise. L'ordonnance a dit ne bénéficient pas de cette amnistie ces personnes-là qui sont devant une juridiction internationale. L'exception, c'est que eux, ils sont devant une juridiction internationale. Moi, en 2024 ici, je veux poser une question. Est-ce que ces personnes-là se retrouvent toujours devant une juridiction internationale? Ça, c'est un. De deux, on va dire qu'il y a certains qui pourront émettre la thèse selon laquelle on doit peut-être refaire l'ordonnance pour eux, pour les amnistier. Moi, je dis non. Parce que les faits, est-ce que les faits existent toujours actuellement? Donc, sur quoi on s'appuie pour dire qu'ils sont déchus de leurs droits civiques et autres? Mais même quand on saute ce débat encore et qu'on progresse, il y a eu un procès qui a été intenté à la Cour africaine de justice. On connaît encore le jugement qui a été prononcé là-bas. Et on se retrouve encore dans une situation où on nous parle de problèmes d'applicabilité de la loi. Là, franchement, les choses sont claires. Qu'il y a une volonté manifeste de ne pas faire participer le président Laurent Gbagbo aux élections, c'est tout. Maintenant, est-ce que le président Laurent Gbagbo qu'est-ce qu'il peut encore apporter à la Côte d'Ivoire? Moi, je crois que pendant la campagne, les Ivoiriens auront le temps de découvrir le programme. On a énoncé ici les 10 piliers du PPACI, les piliers que va porter le président Laurent Gbagbo. Mais pour l'instant, quand on regarde tout ça, là, au vu de tout ce qui a été fait, il y a une grande volonté de ne pas faire participer le président Laurent Gbagbo. Merci adjudant. Bon, moi je vais prendre la prise de parole. S'il te plaît, interaction. Ok, vas-y, 1 minute. Le gars, avant son interaction, il voudrait prendre la parole. Il voulait dire quelque chose rapidement aussi. Vas-y. Après Charlie, vas-y. Ok. Bon, le frère tout à l'heure, il a parlé d'une partie du code électoral. C'est vrai, bon, il allait dans tous les sens un peu. Il a dit que je veux qu'il reprenne bien, qu'il nous donne cet article-là. Il dit que la CEI avait 3 jours pour transmettre, pour donner les résultats. C'est quelle partie du code électoral qui disait cela? Vous voyez que vous connaissez la loi, non? Parce qu'il n'a même pas dit le nom. Il a dit la CEI disposait d'un délai. Et c'est vous qui venez de dire 3 jours. Non, vous avez dit que le code électoral dit que la CEI disposait d'un délai de 3 jours. C'est que vous avez connaissance de les résultats. Pour donner les résultats. C'est de ça que je parle. Si tu veux, avec besoin d'un délai pour donner les résultats. Si c'est ça, c'est quelle partie du code électoral qui le disait? Je vais vous montrer. Ça, c'est pas un souci. Finissez votre motion. Oui, c'est ça ma motion. D'accord, il n'y a pas de souci. Qui fait avancer? Je vais chercher. Monsieur Bétignon, il y a JM qui veut prendre la parole. Ok, JM Agiba, s'il vous plaît. Je vais dire rapidement quelque chose par rapport au débat qui a lieu en ce moment. Le grand frère Bétignon, grand frère, quand tu lis le rapport du groupe d'experts là, du panel des chefs d'État qui sont venus sur la crise post-électorale, il y a quelque chose qui est très essentiel là-dedans. Ils disent que la CEI a demandé au Conseil constitutionnel un prolongement de 48 heures. Et la CEI l'a obtenu du Conseil constitutionnel. C'est dans ce prolongement de 48 heures-là que c'est au début même de ces 48 heures-là que le président de la CEI est allé proclamer les résultats à l'hôtel du Golfe.
Voilà, il allait proclamer les résultats à l'hôtel du Golfe. Et quand il proclame les résultats à l'hôtel du Golfe, par la suite, il y a un certificateur qui intervient et qui dit, il finit de certifier, et puis il dit que bon, on attend que le Conseil constitutionnel parle. Donc, on était dans une élection de sortie de crise. Je pense que à ce niveau-là, toutes les parties ont fauté, certainement. Il ne faudrait pas se jouer les personnes innocentes. Mais quand on met dans une institution ivoirienne autant de pouvoir, on doit aussi s'attendre à tout ce qui peut en découler comme conséquence. La Constitution, qui est la norme supérieure, là, la Constitution dit que le juge électoral, c'est le Conseil constitutionnel, et que la décision qu'il fait sortir là, en son instance solennelle, là, la décision qui en découle est une décision qui est frappée d'aucun recours. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Et puis, ce sont les différents partis politiques, à l'exception de l'USD, qui ont appelé à voter oui à cette Constitution-là. Tous les partis politiques. Voilà. Donc, on était dans une élection de sortie de crise. Peut-être c'est sur ça on peut regarder pour dire non, que il fallait que les gens fassent plus ou moins attention. Sinon, monsieur Youssouf Bakayoko, il n'avait qu'à dire, c'est lui qui est venu à la télé à 23h, pratiquement vers minuit, pour dire que on lui a demandé, les journalistes lui ont demandé, et je pense qu'on peut retrouver encore les vidéos. Je parle en même temps par rapport à la question de Charlie le Duc. Le peuple là, il n'est pas forcément initié, le peuple même il est profane. Donc il se limite à ce que vous lui dites, à ce qu'il entend de vous. Ils ont demandé, les journalistes ont demandé à Youssouf Bakayoko, les journalistes ont demandé à Youssouf Bakayoko, il est dit que tu as jusqu'à minuit pour proclamer les résultats provisoires. Youssouf Bakayoko a dit que, il a répondu que il n'est pas encore minuit. Il n'a pas dit non, je n'ai pas jusqu'à minuit. Il dit il n'est pas encore minuit. Donc il acquiesce. Il acquiesce ce que le journaliste, sur l'information que comporte la question du journaliste. Et puis le lendemain on a vu. Donc souvent là, il faut vraiment être correct dans ce qu'on dit. La Côte d'Ivoire en a souffert, la Côte d'Ivoire en a payé le lourd tribut. Et les responsabilités là peuvent être partagées. Les responsabilités sont suffisamment partagées. Il faut que chacun ait l'humilité de reconnaître là où il a fauté. C'était surtout ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci Chris Ivoire. Bon, je pense que Charlie, s'il te plaît, non, mais Charlie, il a dit des choses qui sont pas vraies. Attends, tout à l'heure, mais calme-toi. Moi, il faut me fermer ton micro parce qu'il y a... Non, vas-y, ferme ton micro, s'il te plaît. Bonjour, Bitignon, interaction. Oui, je pense que sous le contrôle de la reine, on va faire un panel spécial sur cela pour qu'on puisse épurger ce sujet. Parce que moi, je tiens à mon sujet là. Hein. La liberté d'expression et de manifester est-elle une réalité en Côte d'Ivoire? Moi, ça m'intéresse. Par 2025 là, on va changer les choses. Est-ce que Laurent Gbagbo peut encore apporter à la politique ivoirienne? Moi, ça m'intéresse. Vous comprenez? Voilà. Ce qui s'est passé en 2010 là. Si vous voulez, on peut faire un panel spécial pour bien décortiquer. Voilà. Donc, on va jamais s'entendre sur ce truc. C'est la dame qui voulait comprendre. Donc, j'ai permis à chacun de nous d'apporter son point de vue et j'ai essayé de partager un peu. Elle sort de là plus confuse qu'elle ne l'était par le passé. Oui, non, mais c'est sûr, elle est plus confuse. Elle est plus confuse parce qu'on ne comprend plus. Voilà. Donc, finalement, moi, c'est pour ça qu'il faut laisser ce débat. On va avancer. Sinon, on va pas s'en sortir. Voilà. Je vous en prie. Écoutez, aidez-moi dans ce sens. Alors, j'ai vu Krendiabo qui est là. Bonne arrivée. Jean-Marie, c'est à Jean-Marie de prendre la parole. Vas-y. Merci. Bonjour à tous. Ouais, effectivement, hein, j'ai fait la même remarque. Les propos sont trop techniques. Même si c'était en France ici que les gens avaient ces mêmes propos, les gens vont rien comprendre, ils vont être perdus. C'est pour ça, il est important souvent de simplifier les propos. Sinon, c'est très bien de montrer sa connaissance. Bon, c'est bien, mais bon. La dame ne comprenait pas, il fallait aller vraiment terre à terre. Bon, petite parenthèse, et puis voilà. Bon, pour revenir à ce que M. Bitignon a proposé aujourd'hui comme sujet, il a demandé est-ce que, à notre avis, il y avait la liberté d'expression. Voilà.
Et est-ce que M. Gbagbo, suite à un retour, entre parenthèses, bon, est-ce qu'il s'allait apporter quelque chose de plus à la politique ivoirienne? Bon, déjà, en premier lieu, moi, en ce qui concerne la liberté d'expression, bon, moi j'aime bien toujours essayer de remonter un peu en avant de pouvoir poursuivre. Je me permets, hein, M. Bétignon, et les autres aussi, désolé. Déjà, on sait tous qu'en Côte d'Ivoire, à l'époque, le président Oufoué était président et candidat unique. Voilà. Et M. Gbagbo, qui était en France ici, qui tournait un peu en Europe, il protestait parce qu'il voulait qu'il y ait ce qu'on appelle le multipartisme. Donc, il y avait lui, il y avait beaucoup de candidats africains qui demandaient la même chose. Et la France, bon, a mis la pression sur les présidents qui étaient présidents et candidats uniques pour qu'ils organisent des élections pour inclure à peu près tous les autres candidats. Donc, à la suite de ça, on a vu la candidature de M. Gbagbo qui a été acceptée par M. Oufoué. Et puis bon, on va dire que le jeu démocratique en Côte d'Ivoire a été ouvert. On a vu tous M. Gbagbo qui était au début un peu... qui avait des propos un peu limites dans sa manière d'interpeller le président Oufoué. Après, il y a eu des dérives. Il y a même eu des thèmes un peu graves. Et puis bon, à la suite de ça, je pense que le président Oufoué avait demandé à ce que Gbagbo soit arrêté, tout ça. Donc bon, je peux me tromper, mais je pense que c'était à la suite de propos. Et puis bon, il y avait eu des castes, ce genre de trucs. Donc la liberté d'expression à cette époque-là, elle y était. En 90, quand le président Gbagbo était candidat. Et je pense que à la suite de ça, quand le président Oufoué est décédé, et jusqu'à présent, il n'y a pas de liberté d'expression. Voilà. Je pense que ce n'est pas uniquement le fait que le président Ouattara soit là et qu'il n'y ait pas de liberté d'expression, mais je pense que c'est depuis cette époque-là. Maintenant, les gens diront, bon, peut-être Gbagbo a laissé le champ libre aux gens de s'exprimer, mais non, il avait la rébellion qui avait une épée au-dessus de la tête. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Peu importe les candidats qu'il y avait, que ce soit Bédié, Guéhi, Gbagbo, Ouattara, il n'y a pas, à mon avis, de liberté d'expression. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un autre problème en ce qui concerne le fonctionnement des élections en Côte d'Ivoire en soi-même. Je vois que pour sélectionner les candidats en Côte d'Ivoire, il y a un organisme qui va déterminer, je pense que c'est le président du conseil qui va déterminer, bon, je ne sais pas c'est quel poste il occupe, hein, c'est Cuber, c'est un truc comme ça. Là. Bon, je ne connais pas son poste, mais celui qui veut déterminer que tel candidat, telle personne peut candidater, celui-là il ne peut pas candidater par rapport à telle ou telle chose, il va sortir des articles de loi, et puis bon, il fera sa sauce, et puis après il va éliminer ceux qui ne les arrangent pas, et puis il va valider ceux qui les arrangent. Je pense que ce fonctionnement-là n'est pas bon. Interaction, oui, non, s'il vous plaît. Oui, je pense que ce fonctionnement-là n'est pas bon. Non, ce que le frère est en train de dire là, c'est pas exact. C'est pas oui, vas-y, Kalilou, 2 minutes. Laisse-le finir, puis toi, fais toi non, au moins, pour le mettre sur la voie, quoi. C'est le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures pour les élections. Tout le monde, je pense qu'il le sait. Moi, je comprends. Il fait juste une erreur. C'est pour lui expliquer juste que c'est pas la suite, mais c'est le Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, le Conseil constitutionnel, le président du Conseil va, lui, selon lui, les autres qu'il va recevoir de son boss, qui est le président en exercice, parce qu'il y a tous des affinités, hein. Voilà, il va décider que tel candidat et telle personne ne peut candidater, celui-là ne peut pas candidater. Je trouve ça un peu dépassé. Il faut revoir ce système-là. Ici en France, les choses sont carrément différentes. Il y a le système de parrainage, où on demande à chaque candidat d'avoir 200 signatures au niveau des maires. Ça, c'est beaucoup plus simple. Et ça évite de passer par forcément une personne qui va éliminer selon ses affinités les candidatures. Donc bon, ça c'est juste une parenthèse que j'aimerais ouvrir. Et pour conclure, est-ce que M. Gbagbo va apporter quelque chose de plus? Bon, pour le jeu démocratique, oui, c'est intéressant qu'il soit candidat. Si on veut voir, hein, si on veut juste rester tous démocrates, c'est intéressant qu'il soit candidat, mais sinon dans le fond, il ne va rien apporter. Il faut qu'on soit clair. Au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est surendettée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
La Côte d'Ivoire est surendettée. C'est même pas seulement que la Côte d'Ivoire est surendettée. À l'époque, quand le président Bédi avait commencé à privatiser les entreprises ivoiriennes, à l'époque déjà, tout ce qu'il privatisait déjà, les gens avaient commencé déjà à critiquer parce qu'il privatisait des entreprises qui marchaient hyper bien et il bradait ça comme ça aux Français, aux Européens, aux Américains, aux Libanais. Bon, à la suite de ça, ça a commencé à faire un gouffre financier. Et jusqu'à présent, les choses ne font que s'empirer. Donc, pour sortir de ce problème-là, il faut vraiment qu'il y ait vraiment un grand financier, une personne qui est vraiment très influente. Parce que aller discuter avec les Français, bon, je prends juste un exemple. M. Thiam a fait une conférence. Je ne sais pas si les gens ont suivi ça. Il a fait une conférence où, dans la conférence, M. Thiam préconise aux pays africains, y compris la Côte d'Ivoire même, de commencer à utiliser ce qu'on appelle le photovoltaïque. Photovoltaïque, ou bien tout ce qui est énergie pour pouvoir produire de l'électricité. Ça veut dire sortir du système classique des fournisseurs d'électricité. Et une minute pour chuter, frère, s'il te plaît. Oui, je chute. Et de trouver d'autres solutions pour que chaque foyer va moins dépenser dans tout ce qui est dépenses énergétiques. Mais vous imaginez que la CIE, là, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez à qui appartient la CIE? La CIE n'appartient pas à l'État. Ce sont des grands groupes comme les groupes, le EDF, Bouygues, tout ça, qui sont actionnaires majoritaires. Et c'est ceux-là qui décident du prix. Donc, pour que Thiam va avoir le courage de venir aller contre les intérêts de la France, alors même qu'il n'est même pas déjà candidat, n'est pas président. Donc, il faut ce genre de personnes-là. Je ne suis pas PDCI, je le rappelle, mais je dis toujours que avec ces dettes, aujourd'hui, à l'état actuel, là, il faut quelqu'un comme Thiam qui aura le courage de prendre des grandes réformes. Voilà. Bon, ça, en tout cas, c'était mon dernier mot. Merci à vous. Ok, merci beaucoup, frère. Bon, comme je le dis, il y a une véritable lame de fond. Il y a une véritable lame de fond dans la société ivoirienne par rapport au PDCI. On avance. Ok. Qui devait prendre la parole? Je dois prendre la parole maintenant, Betillon, s'il te plaît. Non, mais tu as déjà pris ta parole, Joe. Non, Betillon, il y a longtemps. Il y a Krenjabo, tu vas parler. Ouais. C'est Krenjabo qui parle? Oui. Ouais, Krenjabo, ouvre ton micro. Vas-y. Bon, d'accord, bonjour. Il y a un micro qui est ouvert, hein. Je ne sais pas c'est qui. Bon, alors, bonjour à tous. Hein. Pour parler de la thématique, liberté d'expression, d'opinion en Côte d'Ivoire, je pense que pour répondre à la question, il suffit seulement de regarder le nombre de gens qui ont été arrêtés, jetés en prison parce qu'ils ont exprimé leur opinion. Attends, est-ce que Charles... attends, c'est Chris là peut fermer son micro, s'il vous plaît. Alors, donc je pense que, comme je disais là, il y a toute une parfois, faut demander au monsieur là de fermer son micro, parce que ça fait une interaction qui est très désagréable pour les oreilles. Voilà. Donc il y a tellement de cas de gens qui, n'est-ce pas, ont été arrêtés pour simplement dire ce qu'ils pensaient. Et le cas de ce monsieur là, du Congo là, c'est-à-dire que voici un monsieur, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui a, je veux dire, de façon, c'est pas un très bon intellectuel entre guillemets, parce que bon, il fait quand même des fautes de grammaire assez élémentaires. Mais il n'en demeure pas moins que dans cette vidéo, il est assez prudent pour ne même pas dire le nom de monsieur Bakongo. Et donc, si on se base sur le fait qu'ils disent que non, bon, voilà, vos mamans est-ce que la personne peut se muter ici? Voilà. Donc, il est assez prudent quand même pour dire que, bon, et pour ne pas citer le nom de M. Bakongo. Et donc, je veux dire que c'est les mêmes activités que vous détruisez aujourd'hui, là, que vos mamans, nos mamans ont menées par le passé et qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Mais c'est pas Bakongo seul qui casse les maisons, même si c'est lui qui est la figure de proue aujourd'hui dans cette activité-là. Il y a des vidéos où vous avez la police municipale. Il y a une même à Cocody, ça a été fait. Voilà, où il y a la police municipale aussi, qui souvent vient et puis bon, casse les étals je veux dire, de nos pauvres mamans. Alors donc, il y a quelqu'un qui est en train de manger. Bon, anyway. Alors, donc, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est qu'il ne cite pas nommément M. Bakongo dans la vidéo. Alors donc, on se base sur quoi pour l'appréhender? Parce qu'on peut parler de diffamation. Ouais, mais quand je te diffame, si éventuellement je dis ton nom,
Mais je peux utiliser des figures de style, je peux utiliser d'autres façons de parler, même si chose. Mais aussi longtemps que je ne cite pas ton nom, en quoi est-ce que je dis chose, je parle de toi? Et là, on tombe dans l'abus de pouvoir. C'est clair. On tombe dans l'abus de pouvoir parce que le jeune homme, bon, écoutez, même si il y a des gens qui pensent que non, il est RHDP, mais lui, dans cette même vidéo-là, pour ceux qui ont regardé, il dit, si vous allez m'arrêter, vous allez m'arrêter. Mais il faut que je dise ce que je pense. Donc, il était conscient du fait que, bon, écoutez, il faut que ça s'arrête. Donc, pour ça, on le prend pour la chose. Mais, aujourd'hui, c'est assez intéressant que c'est le RDR qui, aujourd'hui, arrête les gens. Eux, quand ils étaient dans l'opposition, quel interdit de loi ils n'ont pas, comme on appelle, bradé? Ou bien surmonté? Quelle interdiction? Toutes les marches, même quand les marches sont interdites, les gens forcent. Les autres qui vont recevoir de son boss, qui est le président en LS6, parce qu'il y a tous des affinités. Hein. Voilà, il va décider que tel candidat et telle personne ne peut candidater, celui-là pas candidater. Je trouve ça un peu dépassé. Il faut revoir ce système-là. Ici en France, les choses sont carrément différentes. Il y a le système de parrainage, où on demande à chaque candidat d'avoir 200 signatures au niveau des maires. Ça, c'est beaucoup plus simple. Et ça évite de passer par forcément une personne qui va éliminer selon ses affinités les candidatures. Donc bon, ça c'est juste une parenthèse que j'aimerais ouvrir. Et pour conclure, est-ce que M. Gbagbo va apporter quelque chose de plus? Bon, pour le jeu démocratique, oui, c'est intéressant qu'il soit candidat. Si on veut voir, hein, si on veut juste rester tous démocrates, c'est intéressant qu'il soit candidat, mais sinon, dans le fond, il ne va rien apporter. Il faut qu'on soit clair. Au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est surendettée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La Côte d'Ivoire est surendettée. C'est même pas seulement que la Côte d'Ivoire est surendettée. À l'époque, quand le président Bédi avait commencé à privatiser les entreprises ivoiriennes, à l'époque déjà, tout ce qu'il privatisait déjà, les gens avaient commencé déjà à critiquer parce qu'il privatisait des entreprises qui marchaient hyper bien et il bradait ça comme ça aux Français, aux Européens, aux Américains, aux Libanais. Bon, à la suite de ça, ça a commencé à faire un gouffre financier. Hein. Et jusqu'à présent, les choses ne font que s'empirer. Donc, pour sortir de ce problème-là, il faut vraiment qu'il y ait vraiment un grand financier, une personne qui est vraiment très influente parce que aller discuter avec les Français, bon, je prends juste un exemple. M. Thiam a fait une conférence. Je ne sais pas si les gens ont suivi ça. Il a fait une conférence où, dans la conférence, M. Thiam préconise aux pays africains, y compris la Côte d'Ivoire même, de commencer à utiliser ce qu'on appelle le photovoltaïque. Photovoltaïque, ou bien tout ce qui est énergie pour pouvoir produire de l'électricité. Ça veut dire sortir du système classique des fournisseurs d'électricité. Et une minute pour chuter, frère, s'il te plaît. Oui, je chute. Et de trouver d'autres solutions pour que chaque foyer va moins dépenser dans tout ce qui est dépenses énergétiques. Mais vous imaginez que la CIE, là, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez à qui appartient la CIE? La CIE n'appartient pas à l'État. Ce sont des grands groupes comme les groupes, le EDF, Bouygues, tout ça, qui sont actionnaires majoritaires. Et c'est ceux-là qui décident du prix. Donc, pour que Thiam va avoir le courage de venir aller contre les intérêts de la France, alors même qu'il n'est même pas déjà candidat, n'est pas président. Donc, il faut ce genre de personnes-là. Je ne suis pas PDCI, je le rappelle, hein, mais je dis toujours que avec ces dettes, aujourd'hui, à l'état actuel, là, il faut quelqu'un comme Thiam qui aura le courage de prendre des grandes réformes. Voilà. Bon, ça, en tout cas, c'était mon dernier mot. Merci à vous. Ok, merci beaucoup, frère. Bon, comme je le dis, il y a une véritable lame de fond. Il y a une véritable lame de fond dans la société ivoirienne par rapport au PDCI. On avance. Ok. Qui devait prendre la parole? Je dois prendre la parole maintenant, Betillon, s'il te plaît. Non, mais tu as déjà pris ta parole, Joe. Non, Betillon, il y a longtemps. Il y a Krenjabo, tu vas parler. Ouais. C'est Krenjabo qui parle? Oui. Ouais, Krenjabo, ouvre ton micro. Vas-y. Bon, d'accord, bonjour. Il y a un micro qui est ouvert, hein. Je ne sais pas c'est qui. Bon, alors, bonjour à tous. Hein. Pour parler de la thématique, liberté d'expression, d'opinion en Côte d'Ivoire, je pense que pour répondre à la question, hein, il suffit seulement de regarder le nombre de gens qui ont été arrêtés, jetés en prison parce qu'ils ont exprimé leur opinion. Attends, est-ce que Charles... attends, c'est Chris là peut fermer son micro, s'il vous plaît. Alors, donc je pense que, comme je disais là, il y a toute une...
Bidjan, par rapport demander au monsieur là de fermer son micro, c'est parce que ça fait une interaction qui est très désagréable pour les oreilles. Voilà. Donc il y a tellement de cas, de gens qui, n'est-ce pas, ont été arrêtés pour simplement dire ce qu'ils pensaient. Et le cas de ce monsieur là, du Congo là, c'est-à-dire que voici un monsieur, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui a, je veux dire, de façon, c'est pas un très bon intellectuel entre guillemets, parce que bon, il fait quand même des fautes de grammaire assez élémentaires. Mais il n'en demeure pas moins que dans cette vidéo, il est assez prudent pour ne même pas dire le nom de M. Bakongo. Et donc, si on se base sur le fait qu'ils disent que non, bon, voilà, vos mamans est-ce que la personne peut se muter ici? Voilà. Donc, il est assez prudent quand même pour dire que, bon, et pour ne pas citer le nom de M. Bakongo. Et donc, je veux dire que c'est les mêmes activités que vous détruisez aujourd'hui là, que vos mamans, nos mamans ont mené par le passé et qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Mais c'est pas Bakongo seul qui casse les maisons, même si c'est lui qui est la figure de proue aujourd'hui dans cette activité-là. Il y a des vidéos où vous avez la police municipale. Il y a une même à Cocody, ça a été fait. Voilà, il y a la police municipale aussi, qui souvent vient et puis bon, casse les étals je veux dire, de nos pauvres mamans. Alors donc, il y a quelqu'un qui est en train de manger. Bon, anyway. Alors, donc, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est qu'il ne cite pas nommément M. Bakongo dans la vidéo. Alors donc, on se base sur quoi pour l'appréhender? Parce qu'on peut parler de diffamation. Ouais, mais quand je te diffame, si éventuellement je dis ton nom, mais je peux utiliser des figures de style, je peux utiliser d'autres façons de parler, même si chose. Mais aussi longtemps que je ne cite pas ton nom, en quoi est-ce que je dis chose, je parle de toi? Et là, on tombe dans l'abus de pouvoir. C'est clair. On tombe dans l'abus de pouvoir parce que le jeune homme, bon, écoutez, même si il y a des gens qui pensent que non, il est RHDP, mais lui, dans cette même vidéo-là, pour ceux qui ont regardé, il dit, si vous allez m'arrêter, vous allez m'arrêter. Mais il faut que je dise ce que je pense. Donc, il était conscient du fait que, bon, écoutez, il faut que ça s'arrête. Donc, pour ça, on le prend pour la chose. Mais, aujourd'hui, c'est assez intéressant que c'est le RDR qui, aujourd'hui, arrête les gens. Eux, quand ils étaient dans l'opposition, quel interdit de loi ils n'ont pas, comme on appelle, bradé? Ou bien surmonté? Quelle interdiction? Toutes les marches, même quand les marches sont interdites, les gens forcent